activer le mode présentation. Ouais, il y a même un truc full screen. Donc bonjour, je suis Nicolas Bonamy, je me présente rapidement, je suis chef de projet slash directeur de projet chez Capgemini en fonction des projets. Et puis en hobby, je code en JavaScript, en PHP, sur iOS et Android, un peu de tout. Donc voilà, donc on peut continuer à faire les deux pour les jeunes qui se posent la question. On peut gérer des projets et puis continuer à coder chez soi. Vous pouvez aller voir certains de mes projets là sur l'URL. Alors, je vais vous parler aujourd'hui donc du BDD, de Behavior Driven Development. On va prendre ça dans un contexte PHP, qui est l'outil assez facile à mettre en œuvre dans le cadre du BDD. Alors, qu'est-ce que c'est que le BDD? Donc, c'est la réponse d'un gars qui s'appelle Dan North face aux difficultés de mise en œuvre du TDD. D'accord? Aujourd'hui, quand on veut faire du TDD, moi j'ai le cas avec une équipe actuellement, ils ne savaient pas par quel bout commencer, quelle est la granularité des tests, etc. Et donc l'idée c'est d'amener un point de vue un peu moins technique et un peu plus fonctionnel pour commencer à écrire des tests et se mettre dans un mode TDD. Alors ce qui est bien c'est que on écrit les tests de façon naturelle. Vous allez voir la syntaxe, on écrit quasiment des phrases en anglais ou en français en fonction de l'outillage qu'on choisit. Et puis on réconcilie, comme j'ai dit, le fonctionnel et la technique. Vous allez voir que dans le BDD, ça va vraiment être un travail conjoint entre le fonctionnel et la technique. Et je pense que c'est très intéressant parce que ça permet de remettre un peu de dynamique dans les équipes là-dessus. Quand on dit, donc, on écrit les choses en langage naturel, on parle de Behavior Driven Development, donc ça veut dire qu'on est en train de tester le comportement. Et l'idée, c'est de dire que mon application, elle doit faire quelque chose. Donc vous allez voir que souvent, quand on va écrire du BDD, on va dire I should see that, I should get that, I should quelque chose. D'accord? Donc c'est vraiment le mot-clé important, c'est le comportement qui est décrit de l'application. Alors, donc, comme je l'ai dit, c'est un effort conjoint des fonctionnels et des développeurs. L'avantage, c'est qu'au final, on a des tests fonctionnels qui sont automatisables, qu'on peut rejouer. Du coup, à partir du moment où on peut rejouer facilement d'un test, ça veut dire qu'on est capable de faire de la non-régression. Et là, pas seulement de la non-régression unitaire avec du test unitaire, mais de la non-régression fonctionnelle. Et puis, si on a un client qui est un peu mature sur tout ce qui est pratique agile, pourquoi pas attaquer une phase de recette fonctionnelle et tester des choses en BDD. Alors, je pense qu'il est illusoire de croire qu'on va pouvoir prendre un cahier de test tel qu'on le connaît aujourd'hui, puis le transférer entièrement dans un BDD. Mais je pense qu'il peut y avoir une cible raisonnable autour de 20-30%. Prendre un cahier de test et puis dire je vais le mettre sous forme de BDD. Je vais pouvoir le réexécuter, je vais pouvoir faire de la non-régression dessus. Et donc, du coup, quand je fais une mise en prod, j'ai au moins un cœur de fonctionnalité que je sais que j'ai pas de régression dessus et que les utilisateurs vont au moins pouvoir commencer à lancer l'appli, s'authentifier, faire les 2-3 opérations de base qu'ils doivent faire dessus, quoi. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment intéressant comme approche. Alors, dans le monde, il y a plein d'outils, hein, évidemment. Dan North, il a sorti ça autour de 2006, donc depuis, il y a beaucoup de gens qui ont eu le temps de faire plein d'outils. Il y a des outils en Java, il y a des outils en .NET, il y a des outils en Ruby, il y a des outils un peu dans tout. Moi, j'ai choisi PHP parce que je fais pas mal de développement perso en PHP. Et puis, l'avantage, c'est que c'est quelque chose d'assez dynamique, en fait, le BDD. On écrit des tests, on implémente des trucs, on relance les tests. Et en .NET et en Java, on va devoir recompiler à chaque fois son appli qui permet de tester. Tandis que là, en PHP, c'est rapide, on rajoute une méthode, on relance les tests et comme on est en script, tout va très vite. Pour ceux qui connaissent un peu le monde PHP, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais tout ça c'est installable via Composer, donc, qui est le paquet, le nouveau mode de packaging un peu inspiré de Maven pour PHP. Donc vous décrivez vos dépendances sur Beatmink, vous faites un Composer install et vous avez tout qui est installé, configuré, vous n'avez plus qu'à remplir vos tests. Alors, comment ça se présente? Donc, je vous ai dit qu'on écrivait les choses dans une syntaxe à peu près naturelle. Donc, ça, c'est un test BDD de la fonction ls de Unix pour lister le contenu d'un répertoire. Donc, vous voyez qu'on écrit quelque chose, alors quasiment en anglais, hein, parce qu'il y a quand même quelques contraintes, mais on décrit d'abord la feature, donc on teste ls, on l'explique, ça c'est plus à des fins documentaires. Et puis après, on écrit ses scénarios. Donc, le premier scénario, on dit, étant donné que je suis dans un répertoire qui s'appelle test, et que j'ai un fichier qui s'appelle foo, et que j'ai un fichier qui s'appelle bar, si j'exécute ls, alors je dois avoir l'output suivant. Voilà. J'écris le test comme ça, donc en langage quasiment naturel. Il y a les mots-clés, vous les voyez en vert là, given, n, when, then.
Vous pouvez mettre des AND avec les when, vous pouvez mettre des AND avec les AND pour vérifier plusieurs choses. Vous pouvez faire plein de choses différentes. Et puis après, on lance une ligne de commande, on dit à Biat, donc, qui est le logiciel, bah, teste-moi ça. Alors évidemment, au premier run, il va vous dire, bah, moi, tout ce que tu m'as raconté, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, I am in a directory, je ne sais pas ce que c'est. I am a file name, je ne sais pas ce que c'est. Et Biat, il vous génère un squelette que vous voyez là, en vous disant, bah, tout ça, moi, je ne sais pas comment faire. Et puis, vous prenez ce squelette, vous le copiez-collez dans votre classe de test, puis vous implémentez ces fonctions-là. Donc, on va passer le détail d'implémentation, mais voilà, on va créer un répertoire. Quand on dit j'ai un fichier qui s'appelle bidule, je vais faire un touch dessus pour le créer. Et puis je vais exécuter ma fonction, je vais récupérer l'output, etc. Et puis une fois qu'on a implémenté ça, et ben, Biat, voilà, il dit quand je fais I am in a directory, il rentre dans la méthode I am in a directory feature context. D'accord. La beauté du truc, je reviens 2 slides en arrière juste pour vous montrer, c'est que là, on a mis tout un tas de paramètres entre guillemets. Du coup, tout le moteur de détection automatique utilise des expressions régulières. Et tous ces noms de fichiers, de noms de répertoire, il les a extraits, il a mis des expressions régulières et il les passe en paramètres. D'accord. Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai défini ma fonction I am in a directory, je peux la réutiliser dans plein de tests différents avec des valeurs différentes. D'accord. Et vous pouvez composer des phrases vraiment, vous pourriez dire I am in a parent directory call machin and I create a directory bidule. À partir du moment où vous avez mis les guillemets, il va détecter qu'il y a 2 paramètres, il va vous créer une fonction, il va vous mettre les 2 paramètres et vous allez pouvoir implémenter ça. Donc c'est quand même assez le truc est assez puissant. Et puis voilà, donc là ça nous teste bien. Alors comme je le disais, Biat a un support pour le français, donc on peut écrire exactement le même test en français, il va procéder exactement de la même façon. Alors bon, tester LS c'est bien joli, mais c'est pas ce qu'on fait le plus souvent en ce moment. On teste surtout des applications web. Alors donc dans Biat, comment est-ce qu'on teste une application web? Il y a 4 couches, hein, grosso modo. Donc on a Biat tout en haut qui est le moteur d'exécution. On a une surcouche qui s'appelle Mink. Mink, il a 2 choses. Il a d'abord donc des drivers, je vais revenir là-dessus rapidement. Et puis surtout, il a tout un tas d'actions prédéfinies. D'accord. Donc par exemple, quand on a dit when I am in a directory named, si vous êtes sur le web, vous allez dire when I am on the page www.google.fr. Bah, when I am on the page, Mink, il vient avec, il sait faire. D'accord. Donc vous n'avez même plus besoin d'implémenter. À partir du moment où vous faites des choses assez standards sur le web, c'est-à-dire ouvrir une page, cliquer, remplir des formulaires, suivre un lien, bah, tout ça, Mink, il sait faire de base, vous n'avez rien à coder. D'accord. Donc c'est quand même assez efficace. Et donc ensuite, Mink, la deuxième partie, vient avec des drivers. Puisque bah, pour tester sur le web, il faut bien interagir avec un environnement. Donc il y a 2 types de drivers. Il y a Goot, ce qu'ils appellent un headless driver. Donc c'est juste un driver qui va faire des requêtes curl ou wget sur une URL. Il va récupérer le code HTML et il est capable de faire de l'expression régulière là-dedans, etc. Le problème, c'est que si vous avez une application un peu riche, type JavaScript, avec de l'Ajax, etc., bah, il n'y a rien qui s'exécute. D'accord. Donc, auquel cas, il faut basculer sur un driver qui va piloter un vrai navigateur. Donc là, vous en avez 2, il y a Saï et puis il y a Selenium, que vous connaissez certainement par ailleurs. Et donc, Mink est capable de s'interfacer avec Selenium, lancer Selenium. Selenium va lancer Chrome ou Firefox, le navigateur que vous voulez en fonction de ce que vous avez configuré. Et puis toutes les commandes dont on a parlé, I am on the page, I click, bidule, bah, il sait dire à Selenium de faire tout ça. Et donc, voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des avantages et des inconvénients à Saï et Selenium, c'est des choses qui ne sont pas encore très stables, en tout cas dans l'interfaçage avec Mink. Mais bon, on arrive à tester quelque chose. Et puis derrière, vous avez un navigateur. Encore une fois, vous pouvez choisir le navigateur que vous voulez. Et donc, vous pouvez aussi éventuellement scripter tout ça pour que votre jeu de test il se déroule une fois sur Firefox, une fois sur Chrome, une fois sur IE pour être sûr que vous avez une portabilité cross-platform, enfin cross-browser sur votre... Combien? 1 minute, ok. Donc... Ça va aller plus vite là. Ouais. Non mais j'ai déjà tout dit, donc voilà. Donc un test web, c'est ça. Donc je suis sur google.fr, je remplis le champ Q avec la valeur bidule. Et ben je dois avoir comme premier résultat human test comme city.grenoble. Voilà. Et ça, lancer ce test, ben, vous n'avez rien à implémenter. Vous l'écrivez, vous lancez Biat, vous configurez Mink, ça lance le navigateur, ça remplit bidule, ça ouvre Google, ça met votre truc, ça soumet la recherche et voilà. Donc assez rapide. Alors, le truc
ce que moi j'ai rajouté, donc, parce que j'ai fait un peu de test, le seul problème c'est que la sélection pour dire par exemple je vois tel élément dans la page, c'est des sélecteurs CSS. Et l'idée, c'est qu'un fonctionnel, il ne va pas pouvoir écrire les sélecteurs CSS. Si vous voulez tester qu'il y a 10 résultats, vous allez pas demander à un fonctionnel d'écrire 10 fois l'item de telle classe, quoi. D'accord? Donc moi, j'ai développé par exemple une petite extension où on est capable de définir des composants métiers. Et puis, c'est le développeur qui va dire un résultat de recherche, c'est tel sélecteur CSS. Et du coup, le fonctionnel, il peut bien écrire je dois voir 10 résultats de recherche. D'accord? Il écrit le test comme ça. Et puis, on a une expression derrière CSS qui est réutilisable sur plusieurs tests, etc. Donc ça, c'est une extension qui me semble utile. Et puis, voilà, donc typiquement, au lieu d'écrire, donc là, on testait une application qui affiche des transactions. Au lieu d'écrire je dois voir 5 tr.transaction élément, on va écrire notre test en disant je vois 5 transactions et puis une transaction négative. Juste une extension intéressante et j'ai fini. Il y a des biatch contextes là, qui sont des extensions, donc il y a plus d'actions browser, il y a des captures écran, des captures automatiques dès qu'un test est en échec, et puis il y a des tests JSON qui permettent de tester des services REST. Alors par exemple pour la petite histoire, là, j'ai fait cette présentation ce matin chez Cap, j'ai écrit une petite extension qui, quand il y a un test qui fail, il va créer automatiquement un ticket dans Mantis. Il documente le ticket avec les conditions attendues, les conditions observées. Il prend une capture d'écran, il attache la capture d'écran au defect. Donc, c'est pas forcément industrialisable parce que si vous lancez votre test 10 fois de suite, vous allez avoir 10 fois le même defect dans votre base, mais avec un peu de test, on va être capable de détecter des doublons. Mais voilà, avec un outil comme ça, vous avez vu qu'on est capable d'écrire un test, de le rejouer. Si en plus ça peut créer des tickets de façon automatique dans un outil de tracking, on a vraiment un outil performant et puissant qui nous permet de faire de la non-régression vraiment de façon performante. Voilà. Alors, pendant qu'Isaac s'installe, est-ce que vous avez des questions pour Nicolas? Ah bah oui, tu voulais... Ah, je voulais pas. Mais Tu peux me dire 10 minutes, 10 Tu minutes. peux mouvoir dans l'espace. Des questions sur...